Pourquoi choisir ce sujet-là ? Est-ce que c'est parce que vous aimiez le bacon énormément et que vous vous êtes dit « il faut absolument que j'aille voir qui m'a obligé à manger du bacon le matin ». Comment c'est venu cette idée de faire un documentaire sur Edouard Bernays ? Alors non, c'est pas du tout pour le bacon, même si j'aime bien le bacon. Non, en fait, j'ai toujours été sensible quand même à la manipulation, la persuasion des foules en démocratie. Mais surtout, j'ai découvert, en fait, c'était en 2007 ou 2008, la publication du livre Propaganda pour la première fois en français. Je trouvais ça passionnant, donc j'ai acheté le livre. Et en lisant le livre, moi, j'ai été complètement stupéfait. Parce que le Bernays explique quasiment noir sur blanc, de manière très claire, pourquoi et comment il faut manipuler les foules en démocratie. Public relations embraces what I call the engineering of consent, based on Thomas Jefferson's principle that in a democratic society, everything depends on the consent of the people. Avec Bernays, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a rien de caché. Tout est écrit, tout est noir sur blanc. C'est ça qui est fascinant. Ouais. C'est que tout a été pensé, théorisé par plein d'intellectuels très, très, très célèbres. Donc, il n'y a pas d'analyse a posteriori. Il n'y a pas de mystère, il n'y a pas d'angle mort. On sait ce que c'est. D'ailleurs, ce que dit Bernays, il le publie. C'est accessible à tous. Donc, c'est la différence qu'il y a avec un complot. Un complot, on peut tout dire, puisque de toute façon, on ne sait pas. Et moi, je pense que en réfléchissant sur les fondements des relations publiques, donc il y a 100 ans, ça explique beaucoup de choses sur les relations publiques aujourd'hui. Aujourd'hui, est-ce que cette manipulation-là, elle existe ? En tout cas, avec le temps qui a passé, on se dit qu'aujourd'hui, une campagne pro-cigarette où des docteurs incitent à fumer une marque très célèbre de cigarettes, ce serait plus possible. C'est plus possible. Alors, oui, ça s'est affiné, mais le principe qui consiste à utiliser un leader d'opinion, c'est-à-dire un médecin pour vendre quelque chose, ça existe tout le temps, plus que jamais. D'ailleurs, moi, il y a un truc qui me frappe énormément, c'est que sur YouTube, les YouTubeurs, on les appelle aujourd'hui les influenceurs. C'est incroyable, c'est-à-dire qu'on l'avoue sciemment, ce sont des influenceurs. C'est exactement ce que Bernays a inventé, a partiellement inventé, en tout cas il l'a généralisé, il l'a professionnalisé. Là, vous évoquiez les youtubeurs, il y a aussi les instagrammeurs. Bien sûr. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, l'influence, elle se fait plus dans le côté publicitaire, marketing pour acheter des produits de beauté. On va mettre de jolies filles sur Instagram qui vont faire la promotion de ces produits-là. Alors que dans le documentaire, il y a quand même derrière un fond politique, un fond, la manipulation. On a l'impression que c'est notre tête, quoi. C'est l'esprit. Mais moi, je pense en fait que ce que Bernays a inventé, et qu'il a théorisé, c'est aujourd'hui tellement intégré qu'on n'y réfléchit plus. C'est devenu naturel. Donc ce côté politique, je pense que même dans les écoles de marketing ou les conseillers en relations publiques n'y réfléchissent plus. Mais pourtant, ils utilisent des méthodes qui, à l'origine, ont été inventées à des fins politiques. Un YouTuber ou un Instagrammeur, il n'a pas conscience du projet politique. Il le fait parce que c'est naturel. Le mot propaganda, en fait, il accroche évidemment. Le documentaire s'appelle comme ça. Aujourd'hui, ça a disparu. On l'utilise plus. En plus, ça a une connotation militaire. Oui. Ça a été remplacé par quel mot ? Les relations publiques, c'est ce qui est expliqué dans le film. C'est qu'effectivement, le mot propagande devient péjoratif après la guerre, et donc ils peuvent plus réellement l'utiliser, même si Bernays va l'utiliser quand même pendant longtemps, même au cours des années 30, il va continuer à l'utiliser. Mais relations publiques, conseiller en relations publiques, ça fait plus sérieux. Et voilà, c'est pas péjoratif. Quand on se lance dans un documentaire comme celui-ci, il y a beaucoup d'images d'archives. On est à l'INA ici. Comment on fait pour sélectionner toutes ces images ? Comment vous vous êtes dirigé ? Quel choix ? C'est vaste, quoi. On est sur plusieurs décennies. Il faut que ce soit efficace et pertinent. À mon sens, il faut que ce soit lisible d'une manière très rapide. En fait, c'est un peu comme une photo. Si on ne sait pas où le regard doit se diriger sur une photo,
quelque part, c'est que la photo est ratée. Et dans un film où il y a une succession d'images ininterrompues, il faut absolument que l'association entre l'archive, le commentaire et l'interview, cette association, ce sens qu'on veut donner à l'ensemble, soit claire immédiatement. Alors, par exemple, dans le cas de Bernays, j'avais des dizaines et des dizaines d'heures d'interviews de Bernays. Finalement, je n'ai utilisé assez peu parce qu'il était tellement habitué en fait à parler qu'il avait une forme de langue de bois, donc qui apportait pas énormément au film. Quel homme était Bernays dans la vie privée? Parce qu'il a tellement fabriqué, j'allais pas dire un monstre, parce que voilà, mais c'est tellement puissant ce qu'il a insufflé. Et encore aujourd'hui, on utilise ces techniques. On se demande quel homme il était dans le privé, quoi. Mais ça n'a pas forcément de rapport. Il peut être extrêmement différent en famille, et il l'était. C'est-à-dire que sa fille a un regard très différent de son père, et en fait, elle a totalement compartimenté la vie de son père. Il y a son père en tant qu'homme privé et il y a son père en tant que professionnel des relations publiques. Que sa fille m'a raconté un peu hors caméra, c'est qu'en fait, sa mère, donc la femme d'Edward Bernays, fumait. Et Bernays, Edward, lui disait « mais il ne faut pas fumer, c'est pas bon pour la santé ». Ce qui est absolument incroyable. Donc c'est là où on se dit qu'il y a quand même une forme de cynisme. D'ailleurs, c'est un peu dérangeant parce qu'il il est là, oui, il me regarde, donc on se dit qu'il a encore une influence sur nous et qu'on est nous-mêmes en train d'être manipulés quand je vous pose des questions. Mais justement, en fait, c'est vrai que quand on ressort du documentaire, évidemment, on est un peu alerte sur le moment. Est-ce qu'on se dit pas aussi que par les images que vous avez choisies ou les interviews que vous avez faites, on n'est pas nous-mêmes manipulés dans l'histoire que vous nous racontez? Alors déjà, il faut faire la distinction, à mon avis, entre manipulation et propagande, parce que c'est quand même pas la même chose. Ouais. Alors certes, le documentaire, c'est une forme de propagande. Mais la propagande, d'un point de vue originellement, la propagande, c'est juste propager des idées. Donc moi, je propage des idées, effectivement. La manipulation, c'est pas pareil. C'est à l'insu de la personne qui écoute. Donc je ne crois pas manipuler. Je donne des éléments et je laisse les personnes libres d'y réfléchir. Je contourne pas la raison. Au contraire, je m'adresse à la raison. Ce que Bernays utilise parfois comme technique, c'est de contourner la raison. Donc, sans s'en rendre compte, les gens vont adhérer à des idées ou à des propos qui potentiellement vont à l'encontre de leurs intérêts. La dernière fois où vous avez eu le sentiment, vous vous êtes dit « Ah, là, il faut que je prenne du recul parce que sinon, je vais adhérer tout de suite à ce que j'entends ». Est-ce que ça arrive encore de se dire peut-être que là, je suis manipulée? Comment on repère ça? Il y a un auteur, Aldous Huxley, il explique que tout ça est bien en place et qui pense que la révolution ultime de la manipulation, c'est de trouver des outils qui permettront aux gens de rechercher eux-mêmes leur propre servitude. Je pense qu'on est arrivé à cet état-là. Alors, je vais donner un exemple très simple. Quand je vois le nombre de personnes qui vont porter des vêtements avec écrit en gros, il y a une marque écrit en très gros sur le t-shirt ou ailleurs, et qu'ils achètent ça très cher, et qu'ils n'ont pas conscience qu'ils se font eux-mêmes porte-étendard d'une industrie, moi je trouve ça fascinant. Au début du film, il y a des images de Times Square. Times Square, c'est juste une place avec des affiches et des écrans géants. Depuis quelques années, ils ont installé des estrades au milieu de la place, donc c'est devenu un centre touristique très important. Les gens s'agglutinent à Times Square pour venir regarder des publicités. Et en plus, il y a une mise en abîme. Ils se prennent en photo, en selfie. Leur image à Times Square devant les publicités est renvoyée dans les réseaux sociaux. Mais donc, les gens, les populations, mais j'en fais partie, se rendent dans ce genre d'endroit d'eux-mêmes, comme si c'était un spectacle, un divertissement. Alors que derrière, il y a du business, il y a un enjeu. Il y a un enjeu politique, économique, commercial très important. Aussi visionnaire soit-il, je ne suis pas sûre que Bernays avait anticipé si loin. Non, mais il aspirait à ça. Par exemple, pour lui, il y a eu des révolutions techniques. La radio, parce que la radio permettait d'envoyer un message dans les foyers américains dans la salle de bain, la cuisine. Les smartphones, c'est l'extension suprême
C'est-à-dire que c'est même pas une radio par foyer, c'est une radio dans chaque main. Donc on n'a même plus besoin de se déplacer au cinéma ou de regarder la télé. On marche dans la rue, on reçoit ces messages-là. Et ça, c'était un rêve de Bernays. Vous pensez encore aujourd'hui qu'on véhicule un message plus fort, plus direct via l'image ou via le son? Je pense quand même que l'image a une force incroyable. D'ailleurs, je pense que c'est pas un hasard tout à fait si les relations publiques se sont développées à ce point-là à partir des années 20. Ça coïncide aussi avec le développement du cinéma. Tous, pareil, dans les écrits de Bernays, de Lippmann, tous notent le rôle fondamental, l'impact fondamental des images sur les gens. C'est pas un hasard non plus si on a demandé à Hollywood pendant la Deuxième Guerre mondiale de participer à l'effort de guerre. Parce qu'on avait conscience de ce pouvoir-là, mais on l'a toujours eu, même avant le cinéma, même par les tableaux. C'est vrai qu'à la base, l'opinion était contre la guerre. Roosevelt avait dit non, et que c'est les acteurs, enfin en tout cas cette industrie du rêve qui va renverser la tendance. Bien sûr. Mais comme la guerre d'Irak il y a quelques années, les Américains ont réussi à convaincre le reste du monde de participer à la guerre d'Irak, alors que la plupart des pays étaient contre. Ils ont fait le même type de campagne. D'ailleurs, même au début, je pensais à un moment donné commencer le film avec la guerre d'Irak, pour juste montrer le parallèle entre 1917 et la guerre d'Irak. Les méthodes sont quasiment les mêmes. Est-ce qu'on a un Bernays français ? Il y a peut-être une personne qui a, à mon sens, mais il y a déjà quelques années, marchait vraiment dans les pas de Bernays, c'était Jacques Pilan. C'était le communicant de François Mitterrand, qui était une personne très intelligente, féru de psychanalyse, de psychologie, de sociologie, de linguistique. Il trouvait qu'il était absolument nécessaire d'avoir toutes ces connaissances-là, d'avoir une connaissance très pointue de la société française pour pouvoir l'influencer. Et c'est fascinant, c'est vraiment exactement les mêmes principes que ceux que Bernays décrivait dans ses livres.